Alors, John Backpack me dit, peux-tu nous reparler de ta rencontre avec le grand Magic Johnson? C'est pas d'hier. J'étais à l'équipe et il y avait deux journalistes, Jean-Luc Thomas et François Grassamin, au basket. Et évidemment, c'était un grand événement, donc j'ai été détaché de la rubrique foot pendant une semaine avec eux. Et à mon grand étonnement, ils sont restés au journal à faire des papiers, alors que les Lakers étaient quasiment en accès libre sur le terrain. Donc j'ai tout fait avec eux. J'ai fait les entraînements à Coubertin, où j'ai pu interviewer Magic. J'ai fait l'inauguration de la maison Ronald McDonald à Villejuif. Alors la maison Ronald McDonald, c'est une maison où les enfants atteints du cancer peuvent être logés à côté de l'hôpital avec leurs parents. Et ils avaient prévu un petit panneau de basket dans la petite cour de récré qu'il y avait dans le bâtiment. Et le problème, c'est que il tombait des seaux d'eau et que du coup les Lakers, quand ils sont arrivés avec leurs cadeaux, ils sont rentrés immédiatement à l'intérieur. Et à la fin, il y en a qu'un qui, sous une pluie battante, a été faire quelques moves avec le ballon, c'était Magic. J'ai été ensuite sur le bateau mouche où il y avait un déjeuner organisé par Spalding, la marque de ballon, où Magic a serré la main aux 500 invités. Après, il y a les matchs et quelques mois se passent, on apprend qu'il est séropositif et il y a un match de préparation contre la France à Monte-Carlo. Et donc le match se passe et à la fin, il y a un gymnase attenant où tu avais les 12 joueurs de la Dream Team sur un gros fauteuil avec des fauteuils au milieu et les joueurs étaient à ta disposition pendant 30 minutes, pas 29, pas 31, 30 minutes. Et donc il y avait Barclay, Bird, Jordan, ça c'était la piste aux étoiles. Et je passe devant Magic et il s'arrête de parler et il fait « Hey, comment ça va depuis le McDonald's ?» Stupéfiant. Voilà, c'était un des grands souvenirs de ma carrière. Merci de m'avoir posé cette question, ça m'a ému. Cricri RXL me dit un avis sur tous ces clubs de Ligue 2 nationale qui ont des soucis avec la DNCG. Le problème, c'est que ces clubs sont mal gérés et que je pense qu'il y a un club comme Versailles qui heureusement a trouvé des repreneurs parce que leur première année en nationale a été incroyablement coûteuse. Donc voilà, c'est très compliqué de. J'ai envie de mettre ça avec la gestion d'un club comme Strasbourg, qui a pu parfois paraître aux yeux des supporters trop timide dans le recrutement, mais voilà, à Strasbourg, on dépense l'argent qu'on a, on dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Et évidemment, de toute façon, ces clubs-là, alors tous vont pas être relégués, il y en a qui ont trouvé des solutions, mais voilà, le football français a trop longtemps vécu au-dessus de ses moyens pour qu'on puisse se permettre ça. Après, il y a aussi des raisons, les charges sociales. Je me souviens, par exemple, que quand Marc Keller était joueur à Strasbourg et qu'il est parti jouer à Karlsruhe, en touchant exactement la même chose dans les deux clubs, il gagnait plus de 20% de salaire avec la différence de TVA. Idémon Mourinho au PSG me dit « Salut Pierrot, quel serait le numéro 9 parfait pour le PSG et que penses-tu du possible transfert de Bernardo Silva ?» Bernardo Silva, je pense qu'il faut être sacrément teubé pour pas en vouloir. C'est un joueur magnifique, c'est un joueur brillant offensivement, mais c'est un joueur aussi utile dans l'entrejeu, qui a peut-être le seul défaut de ne pas apporter l'impact physique qui manque trop à cette équipe du PSG où on est quand même au puceron associé. Quand tu vois un milieu de terrain, il y a un match de Ligue 1 cette année qui a commencé avec Vitinha, Verratti et Renato Sanchez. Tu joues avec trois milieux, il n'y en a pas un qui fait 1m75, c'est très compliqué. Donc Bernardo Silva, c'est un petit gabarit de plus, mais c'est un petit gabarit qui a plus de talent et plus d'activité. Quant au 9 idéal, je
mettrai jamais 150 millions sur Osimhen, ça c'est une évidence. Je mettrai plus volontiers 100 millions sur Harry Kane. Kolo Muani, comme je l'ai dit souvent, j'y crois pas du tout. Enfin, j'y crois pas du tout dans un club de la dimension du PSG. Je pense que, même si ça me paraît totalement irréaliste, Marcus Rashford serait certainement l'attaquant le plus brillant que le PSG pourrait recruter. Pascal, avec sa petite bière et ses petits bretzels, me dit Angelo Gabriel, Sékou Keita, ciblé du côté RCSA, profil intéressant selon vous? Oui, profil intéressant. Le problème, c'est que Sékou Keita, c'est pipeau complet. Il n'a jamais eu le moindre contact entre le joueur du club autrichien et le Racing. Il m'arrive d'avoir des passes d'armes avec le journaliste de l'équipe qui suit le club alsacien et qui dit quand même énormément de conneries. C'est lui qui a dit que Antonetti allait être viré par les Américains. C'est un mensonge. Fred ne se sentait pas diriger un club détenu par des capitaux américains. Voilà, c'est contraire à sa philosophie. À partir de là, il a trouvé un arrangement avec Marc et le club pour arrêter l'aventure là, et il est parti en très bons termes. Premier mensonge, les 25 millions de recrutement, je sais pas où il a été pêché ça. Il n'a jamais été question et il n'en est d'ailleurs toujours pas question d'une somme bien établie. Le Belge Gerhardt, c'est typique de l'hallucination collective. C'est-à-dire, il y en a un qui sort une connerie et tout le monde en batte le pas derrière. Je peux vous dire, pour être franchement bien placé sur le dossier, que jamais le PSG n'a contacté l'entraîneur belge parce que le Racing voulait un entraîneur français, que la finale a été entre Vieira et Montagnier et jamais le nom du Belge n'a été évoqué. Tout comme Sékou Keita, qui est encore une fois une invention du démon. Alors le problème, quand tu suis les transferts d'un club ou quand tu suis les transferts tout court, comme ça m'est arrivé plusieurs années à l'équipe, c'est que ta source principale de renseignement, ce sont les agents qui, pour qu'on te foute la paix sur ces joueurs, te balancent des infos sur d'autres, qui sont en général pas très fiables, mais bon, à un moment donné, il faut bien remplir le journal. Et c'est comme, je l'ai déjà raconté, mais c'est comme j'avais annoncé un jour, Djetou fonce vers Barcelone, en même temps là, c'est le joueur qui me l'avait dit, donc je pouvais pas ne pas le croire, mais voilà, la vérité du marché des transferts d'un jour n'est pas celle du lendemain. Après, annoncer un contact avec un joueur qui n'existe pas, c'est quand même plus compliqué. Alors, Anatole du 49, avec les licenciements de Montagnier au TFC, d'Antonetti au Racing, malgré des bons résultats, pensez-vous que le métier d'entraîneur est plus difficile qu'avant? Le métier d'entraîneur a toujours été difficile, hein. Il suffit de voir la tête de Christophe Galtier le jour de sa signature au PSG, la tête de Galtier aujourd'hui, même si dans la tête de Galtier il y a d'autres problèmes que le PSG qui se sont greffés, mais bon, pareil, Aimé Jacquet à la tête de l'équipe de France, ou Deschamps. Regardez Deschamps il y a 10 ans à la tête des Bleus et Deschamps aujourd'hui. C'est un métier horrible, très prenant, où les nuits sont courtes et difficiles. Maintenant, le licenciement de Montagnier, perso, je me l'explique pas. Ça me paraît très compliqué. Et encore une fois, je le répète, Antonetti n'a pas été licencié par Strasbourg. C'est un départ d'un commun accord entre lui et le club. Et il a en aucun cas été licencié parce que c'était pas la volonté du président du club et que les Américains ne sont absolument pas intervenus dans ce choix, comme d'ailleurs dans le choix de Patrick Vieira. Voilà. Alors Anatole du 49, toujours réclamant à bout de bras son maintien en Ligue 2, jugez-vous la communication du club d'Annecy contre-productive?
Qu'est-ce que tu veux que je te dise Annecy, qu'on le veuille ou non, est victime d'une injustice. Donc quand tu es victime d'une injustice, et pour le coup, je sais de quoi je parle, tu te défends pas toujours très bien. T'essayes de justifier des trucs que tu n'as pas justifiés puisque t'as rien fait. Annecy se trouve rétrogradé en national, ce qui n'est pas rien. Ligue 2 nationale, c'est un trou béant. Parce que un abruti est venu violenter un joueur de Rodez sur la pelouse de Bordeaux. Et évidemment, le club savoyard n'y est pour rien. Alors après, qu'ils communiquent bien ou mal, je ne sais pas, mais il est évident qu'ils sont floués dans cette histoire, et je trouve qu'ils ont des raisons de s'énerver.